Salut les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé. Content de vous retrouver pour cette émission habituelle du vendredi avec Jacob Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous et bonne fête à tous nos amis qui la fêtent, voilà, qui la célèbrent aujourd'hui. Effectivement, merci à tous, salam alaikum pour tous les musulmans et bonne fête à tous les musulmans qui ont fêté l'Aïd aujourd'hui. Que la paix soit sur vous. Monsieur Cohen, nous allons développer d'habitude un petit peu l'actualité et on va commencer donc sur les élections, les prochaines élections en Israël. Oui, alors, mais si vous pouvez avoir, si vous voulez qu'on parle de Tinrir, il faut aller sur mon compte Telegram pour télécharger la vidéo qui dure 2 minutes et comme ça on peut développer ce sujet, d'accord? Pas de souci, ben vous voulez qu'on commence par ça ou par Mais il faut préparer la vidéo, enfin, comme ça, parce que il y a une minute qui est très importante dans la vidéo. Voilà. La Alors première minute. bougez pas, 2 petites secondes, je vais la retrouver tout de suite. Comme ça, on va commencer par ça. Et alors, C'est sur mon compte Telegram. voilà, on va commencer par ça, Monsieur Jacob Cohen. En attendant, les amis qui sont sur TikTok, merci, salam alaikum à tous. Je vous invite à partager le live et tapoter, bien sûr, comme d'habitude. Et ceux qui veulent participer, vous aurez, bien sûr, la possibilité d'intervenir avec nous. Alors, vous l'avez partagé aujourd'hui, la vidéo? Non, hier, je crois. Hein. Hier ou avant-hier. Bon, de toutes les façons, il n'y a pas beaucoup de. Ah, voilà, je l'ai retrouvée. Elle est là. OK. Attendez. Hop. Je vais faire le partage. Partage écran. Là. Fenêtre. Là. Partager. Est-ce qu'on la voit? Non, le partage n'a pas fonctionné. Ah si, ça y est. Voilà. Voilà. Donc je vais mettre en route. Comme ça, on va pouvoir. Derrière, vous allez pouvoir commenter la vidéo et on va pouvoir y aller. Allez, c'est parti. Là. Et le titre de ce livre. Merde, ça a bugué. Qu'est-ce qui se passe? Ah, malheureusement. Moi, je l'avais bien entendu, hein, enfin bon. Ouais, malheureusement. Alors, que se passe-t-il? Bon. Bon, malheureusement, il doit y avoir un problème de connexion. On va pas pouvoir l'écouter en entier, malheureusement. Je sais.
Bon, donc c'est un monsieur qui parle d'un média algérien et qui a évoqué ce livre-là, voilà, Main basse sur Tinril. Voilà, donc c'est un nouveau livre, Monsieur Cohen, pour préciser. Pardon? Voilà, c'est celui que vous avez à l'écran. Là. Attendez, je vais arrêter le partage, comme ça on va le voir. Voilà. Hop. Et on va faire comme ça. Voilà. Donc ça, c'est votre livre, monsieur. Vous l'avez écrit à quel moment, ce livre? Alors, je l'ai écrit il y a à peu près 2 ans, D'accord. 3 ans. Voilà. Ok, alors je vais vous raconter l'histoire de ce livre. En 2020, j'étais au Maroc et j'étais avec 2 amis, dont un qui est de la région de Tinrir. Et on est allé dans cette région-là, on a fait un tour d'1 semaine et ils m'ont expliqué un peu la situation. C'est-à-dire la pénétration juive, sioniste, etc. Et ils m'ont dit d'écrire quelque chose. Et moi, j'ai imaginé un roman. Bon, vous savez que moi, en général, j'écris plutôt des romans, c'est-à-dire quand il y a une réalité, mais je la mets en... J'invente des histoires, je place l'action avec des personnages. Voilà. Et donc, j'ai imaginé la pénétration sioniste dans cette région selon 3 angles. Alors, il y a un angle culturel, c'est-à-dire il y a un individu qui s'appelle Victor et qui est un agent du Mossad et qui ouvre un centre culturel à Tinrir. Il y a un lieu de pèlerinage, mais qui sert aussi de centre de remise à niveau, d'éducation, de distribution de soins, mais qui sert aussi à capter, à diffuser comment dire, l'idée de la religion juive, de la proximité, parce qu'en fait, et puis un troisième lieu où il y a carrément une préparation militaire. Voilà. Bon, évidemment, tout ce que je raconte, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas la réalité exacte. Mais ce qui est importé pour moi, c'est de donner, c'est pourquoi ça se fait, qui le fait. Et donc j'ai imaginé une pression de l'UNESCO. Vous savez que la secrétaire générale de l'UNESCO est la fille d'André Azoulay. Donc elle est toujours impliquée dans ce genre d'action. Et donc la ville de Tinrir, on lui promet des subventions à condition qu'elle ouvre, elle laisse les gens qui travaillent là-bas, enfin, on leur donne la liberté d'action. Voilà. Et Alors, Monsieur Cohen, oui, juste avant de continuer, je vais poser la question dans le chat là, pour ceux qui sont sur YouTube. Est-ce que vous entendez bien, Monsieur Cohen? Est-ce qu'il n'y a pas de problème de son? Parce que j'ai quand même ce petit problème de son que je vous ai évoqué avant l'émission, Monsieur Cohen. Donc, je veux juste oui. savoir si sur YouTube vous entendez bien, Monsieur Cohen. Si vous pouvez mettre le commentaire. Ok, très bien. Merci. Bon, ben, c'est bon, Monsieur Cohen, vous pouvez continuer. Très bien. Et, et donc, en fait, bon, d'abord, j'ai voulu donner un peu le contexte de cette influence. Et, et en même temps, la vision d'un séparatisme d'un séparatisme amazigh, berbère, sur lequel le Mossad pourrait peser lorsque il en aurait envie. Voilà. Et donc, Wally m'avait envoyé cette vidéo il y a quelques jours
Et donc, c'était un Algérien dans un média qui avait évoqué ce livre. Et donc, voilà, en traçant à peu près les grands traits, bon, je ne sais pas s'il a lu, mais en tout cas, il en a donné l'idée principale. Bon, l'idée principale, c'est que l'allié sioniste du Maroc, il est en sous-main, il mène aussi sa politique à lui, c'est-à-dire qu'il pourrait favoriser son implantation dans cette région qui est quand même, bon, qui est différente du reste du Maroc et qui pourrait faire l'objet d'une séparation ou d'un développement autonome. Voilà. Et bon, le livre, il est disponible sur Amazon, si on veut. Il suffit de taper main basse sur Tinrir, et puis on a une idée. Il y a la 4e de couverture. S'il y a des questions sur le livre, on peut toujours me les envoyer, et j'y répondrai. Bon, encore une fois, c'est un roman, hein, mais c'est un roman que j'ai essayé, évidemment, de coller à la réalité. C'est un roman de commande, c'est-à-dire que mes amis voulaient que j'écrive quelque chose sur la province. Bon, moi, je ne sais, enfin, j'aime bien écrire des romancer l'actualité, parce que je pense que ça donne plus de vie à l'action, à l'atmosphère, aux personnages. En tout cas, moi, c'est ce que je préfère. Et j'espère que ça donne au lecteur l'envie de pénétrer dans ce monde, dans cette région, les enjeux, etc. Voilà. Donc, j'étais content que le sujet soit venu sur une antenne d'un média algérien. Et donc, s'il n'y a pas de questions là-dessus, on peut passer à l'actualité au Moyen-Orient. Alors, monsieur Cohen, avant de justement faire la transition, il y aurait quand même une ou deux questions là sur ce lien historique, hein, entre les Juifs au Maroc et moi je voulais vous poser la question, c'était par rapport au fait que en 1950, à l'époque, il y avait une forte communauté juive. Il y avait je crois, plus de 300 000 Juifs au Maroc. Oui, Et, oui. et à l'époque, ils ont dû quitter le Maroc. Et aujourd'hui, peut-être, je crois qu'ils sont peut-être entre 5, je sais pas, j'ai pas les chiffres exacts, mais peut-être entre 5 et 10 000. Non, ils sont entre 2000 et 2500. Ah, moins que ce que je pensais. D'accord, ok. Et du coup, qu'est-ce qui a fait qu'ils aient quitté à l'époque, en 1950? Alors, d'abord, les Juifs marocains, je peux en témoigner, hein, comme ils étaient religieux, ils étaient tous religieux, ils n'appréciaient pas du tout les sionistes. Puisque je me souviens à Meknes, au Mella de Meknes, il y avait des agents sionistes qui étaient venus et qui avaient loué un local, qui avaient ouvert un local au Mella. Bon. Et donc les gens ont vu tout de suite à qui ils avaient affaire, c'est-à-dire des mécréants. Et les rabbins nous mettaient en garde contre ces mécréants qui ouvraient leur local le samedi, ou qui faisaient danser les garçons et les filles ensemble. Enfin bref, c'était vraiment des renégats, des mécréants, et donc ils nous mettaient en garde contre ces gens-là. Et leur travail à ces sionistes consistait à créer d'abord, à mettre sur pied des mouvements de jeunesse. Vous savez que moi j'ai fait partie pendant 3-4 ans d'un de ces mouvements de jeunesse, entre 16 et 20 ans. Et donc à Meknes, il y avait 4 mouvements de jeunesse. Ces mouvements de jeunesse étaient pour euh, propager la propagande sioniste. Bon.
au sud, dans la région de Tinrir, là où il y avait des juifs berbères, malheureusement, ces juifs étaient complètement analphabètes. Ils ne parlaient même pas l'arabe. Ils ne parlaient pas le français, évidemment. Ils avaient des métiers traditionnels. Ils étaient bergers, ils étaient artisans, ils étaient vraiment relativement pauvres. Et les sionistes sont partis avec des camions et ils les ont ramassés, comme on ramasse des fruits. Voilà, une marchandise. C'est aussi simple que ça. Ils étaient complètement affolés, enfin, ils ne savaient pas quoi faire, ils n'avaient pas l'habitude de ça. C'était des juifs qui savaient, les berbères à l'époque, les juifs berbères de Tinrir, etc. Ils n'avaient jamais vu je sais pas moi, de voiture, d'avion. Tout à coup, on vient leur dire, voilà, on va vous emmener en Israël, etc. Et voilà, on les a quasiment pris, on les a sortis de leur contexte, de leur maison, de leur champ, et on les a emmenés, je dirais pas de force, mais presque. Voilà. Donc ça, c'était la première étape du départ des Juifs du Maroc. Et puis, il y a eu la deuxième étape, c'était les Juifs des grandes villes. Fès, Meknès, Tanger, etc. Et là, c'était beaucoup plus difficile. C'est-à-dire, il fallait faire presque du porte-à-porte, du harcèlement, etc. Mais je vais vous donner un exemple comment les sionistes fonctionnaient. J'avais une tante, la sœur de mon père, et ils sont allés la voir en 1948. Et ils lui ont dit, je connais très bien l'histoire parce qu'elle nous l'a raconté après. Elle avait beaucoup d'enfants. Vous savez, à l'époque, les Juifs du Maroc qui habitaient dans les Mellahs, il suffit de visiter un Mellah pour comprendre à quel point les gens vivaient pauvrement. Vraiment, des fois, on vivait une famille dans une chambre et on allait chercher l'eau à la fontaine. Enfin, c'était vraiment surtout le vieux Mellah de Meknès. Voilà, il faut se rendre compte dans quelles conditions on vivait. Et les familles étaient nombreuses. Et donc, les sionistes étaient allés la voir et ils lui ont dit, écoute, tu as beaucoup d'enfants, je crois que vous avez un petit garçon qui a 13 ans, vous pouvez nous le confier, on va l'emmener en Israël, il va faire des études, on va s'occuper de lui, etc. Il va avoir un bel avenir. Et les parents se disaient, mon Dieu, bon, c'est vrai, ils ont 5, 6, 7 enfants, une bouche de moins à nourrir. Je vous assure que les conditions étaient très difficiles. C'était tentant. Voilà. Donc, on leur confiait un garçon. Ils lui ont confié ce garçon-là. Et évidemment, les sionistes ne donnaient plus de nouvelles parce que ce sont eux qui s'occupaient du courrier. Enfin, vous savez, les juifs de Meknès de l'époque, la plupart, hein, comme ma tante, ne savaient ni lire ni écrire. Et donc, au bout d'un moment, la mère se dit, mon Dieu, mon fils, il faut que j'aille, je vais aller en Israël. Voilà. Donc elle va voir les sionistes, elle leur dit, j'ai envie de partir. Donc ils l'emmènent. Et donc les sionistes ont réussi à créer des trous dans la communauté juive. C'est-à-dire quelqu'un partait, ça se répercutait. On se disait, ah oui, tel est parti, etc. Puis il y avait des émissions de radio en direct d'Israël, en arabe, dialectal. Je me souviens de ça, enfin, c'était sur Honte Courte. Il disait, venez ici, on est très bien, il ne nous manque rien. C'est faux, hein. Les Juifs marocains étaient traités comme de bullshit. Enfin, vraiment, ils étaient soumis au racisme, ils étaient humiliés, insultés, ils étaient jetés dans des tentes, dans des baraques avec la tôle. Enfin, c'était horrible ce qu'ils enduraient. Mais les Juifs ne partaient pas encore, enfin pas en masse. Et donc,
en 1961, le Mossad, vous savez, Hassan II venait de monter sur le trône. Et son père, Mohamed V, venait de mourir suite à une intervention chirurgicale. Et donc, le Mossad a monté une opération en janvier 1961. Alors, pour ceux qui connaissent Tanger, j'ai vécu 2 ans. Vous savez, Tanger, en hiver, que lorsque le vent d'Est souffle, c'est des tempêtes extraordinaires, vraiment d'une violence inouïe. Et donc, ils ont loué un chalutier qui était en très mauvais état, qui aurait dû être vraiment détruit ou vendu. Ils ont mis là-dedans 42 juifs marocains et ils les ont sortis clandestinement du Maroc. Enfin, de Tanger, d'Al-Hoceima, pour être plus précis. Et dans la traversée du détroit, le navire a chaviré et les 42 juifs sont morts. Et la campagne internationale, mondiale, etc., le New York Times, Paris Match, les Juifs du Maroc maintenus prisonniers, enfin bon. Et Hassan II, qui voulait avoir de très bonnes relations avec l'Occident, il a dit, bon, allez, tous les Juifs qui veulent partir peuvent partir. Mais non seulement les Juifs marocains pouvaient partir, mais ils n'avaient même pas besoin de faire un passeport. Ils n'avaient même pas besoin d'avoir une carte d'identité. De toute façon, à l'époque, nous, je peux témoigner, hein, moi je suis né à Meknès quand même, c'est une grande ville. On n'avait pas de livret de famille. C'était pas obligatoire. Il y a ceux qui le faisaient, ceux qui ne faisaient pas. La majorité n'avaient pas de livret de famille. Et donc, on ne savait pas qui était né quand, etc. Alors, c'était les sionistes qui établissaient les listes. Et donc, il y avait un vent, à partir de février 61, il y a un vent de panique qui a saisi les Juifs du Maroc. Et en quelques mois, il y a eu peut-être 100 000 ou 120 000 qui sont partis en Israël. Et là, ça s'est calmé un peu, mais c'est-à-dire, finalement, les plus déshérités sont partis. Mais ceux qui avaient un métier, ceux qui avaient un commerce, etc., il y avait quand même, parmi les Juifs, il y avait des médecins, il y avait des hauts fonctionnaires, il y avait des architectes, il y avait des hommes d'affaires, etc., donc des avocats. Et donc ces gens-là, eh bien, ils n'avaient pas envie de partir. Voilà. D'autant plus qu'on commençait à recevoir des nouvelles d'Israël, comme quoi la situation n'était pas si terrible que ça. Et donc, mais en fait, les sionistes ont trouvé un allié extraordinaire au Maroc, qui est le parti de l'Istiklal, c'est-à-dire le parti de l'indépendance, dirigé par Alla al-Fassi. Ce parti n'aimait pas les Juifs. C'est-à-dire, il aurait voulu qu'ils partent, parce que il n'aimait pas les Juifs. Voilà, c'est comme ça. Vous savez, Abraham Serfati, j'imagine que tout le monde connaît, hein, qui c'est. Il avait fait dans un livre d'entretien avec un sociologue d'origine juive marocaine installé à Montréal. On peut trouver ce livre, hein, j'ai oublié le titre, mais si vous regardez parmi les livres publiés par Abraham Serfati, bon, il en a publié 4 ou 5. Donc c'est un livre d'entretien avec un sociologue juif marocain à Montréal. Je crois qu'il a été écrit à la fin des années 80, où Abraham Serfati, qui connaissait très bien la situation au Maroc dans les années 50 et 60, puisqu'il il avait de très hautes responsabilités au ministère des Mines et qu'il était inscrit au Parti communiste marocain, il avait déclaré que les sionistes et les nationalistes, c'est-à-dire le parti d'Istiklal, avaient un intérêt commun
c'est de faire partir les Juifs du Maroc. Voilà. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails parce que ce n'est pas le sujet, mais vous pouvez, j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus. Et donc, en fait, on a créé un climat d'insécurité, d'incertitude qui a fait partir les Juifs de manière progressive. Par exemple, à partir des années 70, tous les bacheliers juifs marocains, une fois le bac en poche, partaient à l'étranger, notamment en France, et ne revenaient pas. Donc, petit à petit, le Maroc s'est vidé de ses juifs. Voilà, au point qu'il ne reste aujourd'hui qu'environ 2500, plutôt une population vieillissante. Voilà. Je ne sais pas où il est, Wari. Ah. Non, j'étais là, je vous écoutais. Monsieur Cohen, est-ce qu'on peut penser à une remigration vers le Maroc Non, de cette communauté juive qui est partie c'est un fantasme. C'est un fantasme que la monarchie tente comment dire, de développer, mais en fait, les Juifs sont parce que on a tendance à dire au Maroc, le régime marocain veut impliquer ces Juifs qui vivent en Israël, au Canada, en France, comme faisant partie encore du Maroc, fidèles au Maroc, fidèles au roi, etc. Or, c'est un fantasme. Voilà. Parce que moi, je connais les Juifs qui sont partis en Israël, de ma famille, je connais les Juifs qui sont partis à Montréal, au Canada, je connais des Juifs qui sont partis en France, leurs enfants, parce que bon, les Juifs comme moi qui sont partis dans les années 60, bon, ils sont passés l'âge, ils ont passé l'âge. Ils ont aujourd'hui minimum 60 ans, 70, 80 ans. Donc pour eux, c'est voilà, bon, le Maroc, c'est du passé. Mais leurs enfants et leurs petits-enfants, pour eux, le Maroc n'est que, comment dire, ça reste quelque chose dans... voilà, bon, ok, ils disent, mes parents sont venus du Maroc, mes grands-parents sont du Maroc, mais je n'ai absolument rien à voir avec ce pays. C'est-à-dire que ces gens ne s'imaginent pas retourner vivre, bon, ceux d'Israël, bien sûr, mais même au Canada, etc., ne s'imaginent pas retourner vivre dans un pays arabe ou dans un pays musulman, déjà. Voilà. Ils ont fait leur vie ailleurs, ils sont bien là où ils sont, et quand ils ne sont pas bien là où ils sont, ils vont ailleurs. Par exemple, ceux qui sont en Israël, parfois, ils s'installent en France, ils vont au Canada, mais très, très rares sont ceux qui retournent au Maroc, tout simplement parce que ils ne se sentent pas à l'aise dans une société dans laquelle ils ne se considèrent pas comme des citoyens à part entière. Voilà. Pourquoi ils sont partis en fait? Parce que ils ont compris une chose, et ça je peux vous le dire, enfin bon, même si je rentre pas dans les détails, je peux vous l'affirmer que un juif au Maroc, un jour ou l'autre, lorsqu'il a affaire aux autorités, lorsqu'il a affaire à un concurrent, au tribunal, à la police, etc., il n'est pas traité comme un citoyen normal. Voilà. C'est comme ça, voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Le Maroc, la société marocaine est une société clanique. Il y a les Fassi, il y a les Arabi, il y a comment dire, les Berbères, etc. Ce sont des clans, ce sont des grandes familles. Et le juif est quelqu'un, comment dire, comme un cheveu dans la soupe. C'est-à-dire quelqu'un qui est plus ou moins étranger. Et donc, et c'est une société qui n'a pas, comme la plupart d'ailleurs des pays arabes, les sociétés arabes ne sont pas arrivées
à un degré de démocratie ou d'état de droit tel qu'elles peuvent traiter un non-musulman ou un non-arabe de citoyen à part entière. Voilà. C'est une réalité que je pourrais développer une autre fois si vous voulez, mais c'est une réalité. Voilà. Et donc, cette réalité fait que ceux qui sont partis, par exemple, moi, j'ai très bien connu, j'ai vécu 6 ans à Montréal, et j'ai connu des juifs marocains qui sont installés, et ils ont gardé ce sentiment déjà à l'époque que, bon, voilà, c'est un très beau pays, le Maroc, on a très bien vécu, on ne nous a pas posé de problème, c'est vrai, mais, un jour ou l'autre, tu peux avoir un problème, et là, ta qualité de juif ressort, et donc, voilà, ça peut... En fait, voilà, il y a une espèce de prudence qui fait que le juif marocain a préféré partir ou envoyer ses enfants bacheliers étudier à l'étranger, ne pas revenir. Voilà. Et c'est cette atmosphère-là. Et malheureusement, le problème qui s'est posé au Maroc, comme il a pu se poser dans d'autres sociétés arabes, vous savez ce que je pense des sociétés arabes? Ce sont des sociétés où il y a le non-dit, c'est-à-dire ce sont des sociétés qui n'affrontent pas les problèmes. Elles n'affrontent jamais les problèmes de façon claire, nette, ouverte. C'est-à-dire, par exemple, au Maroc, les gens sont incapables de dire pourquoi les Juifs sont partis. Ils sont incapables d'expliquer. Et à 99% des Juifs sont partis et ils ne savent pas pourquoi. Et je vais vous raconter une anecdote. Je ne sais pas si je l'ai raconté, enfin bon. En 2019, j'étais, bon, avant le Covid, j'allais chaque année au Maroc, je faisais des conférences, etc. Et les amis avec qui j'étais m'ont dit, l'ancien Premier ministre du Maroc, c'est lui qui est parti islamiste du PJD, Ben Kiran, il voulait me voir. Donc, j'ai dit, bien sûr, avec plaisir. Il a organisé un dîner chez lui, et on a dîné, bon, etc. Bon, enfin, c'était très sympathique. Et à un moment donné, on était assis à côté, et il se tourne vers moi et il me dit, Jacob, dis-moi, dis-moi, je t'en prie, pourquoi les Juifs sont partis? Vous comprenez, dans l'esprit d'un Marocain, on lui a toujours dit, les Juifs et les musulmans ont bien vécu, toujours, il n'y a jamais eu de problème, etc. C'est le leitmotiv. Voilà. Tout le monde vous dira ça. Tout le monde vous dira ça. Mais d'un autre côté, comment expliquer que 99% soient partis? C'est irrationnel. Enfin, je veux dire, quand on y pense, il y a de quoi se taper la tête contre le mur. Et donc, lui non plus, un Premier ministre qui ne sait pas pourquoi les Juifs sont bannis. Et moi, je ne pouvais pas lui expliquer, parce que quand je suis au Maroc, j'adopte la mentalité marocaine, c'est-à-dire le non-dit, enrober les choses, ne pas dire les choses de manière franche, directe, parce que ça peut blesser. Or, au Maroc, on n'a jamais, à ma connaissance, on n'a jamais affronté ce problème, on ne l'a jamais résolu. Et même quand quelqu'un fait une thèse de doctorat, il y en a eu, hein, ou un troisième cycle sur les Juifs du Maroc, eh bien, il n'affronte pas la vérité. C'est pas vrai. Et donc, c'est ça le drame des sociétés marocaines, enfin des sociétés arabes en général et des sociétés marocaines en particulier. Vous savez que Mohamed Harkoun, le célèbre sociologue qui est prof à la Sorbonne, un jour, il était venu à Casablanca en 1981. Il a fait une conférence à laquelle j'avais assisté. J'étais maître assistant à la fac. Et il avait dit ceci. C'est capital pour comprendre les sociétés arabes. Il a dit, le jour où la parole se libérera dans les pays arabes, alors à ce moment-là, il pourra y avoir une révolution. Et vraiment, ça m'a fait réfléchir beaucoup. C'est quelque chose qui m'a suivi tout le long depuis cette année-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour
où une société arabe pourra dire tout, c'est mettre tout sur la table. Voilà. Oui, il y a un problème. Les Juifs s'en vont. Pourquoi ils s'en vont? Voilà. Pourquoi? Allez, on réunit une commission. Donc, le problème, c'est que tout le monde cache les véritables raisons et donc on ne résout pas le problème. Et donc, tout le monde fait semblant que tout va bien, mais les Juifs continuent à partir. Et donc, c'est pour ça que pour revenir à la question de Ouari, les Juifs qui sont partis, ils ont intégré l'idée que de toute façon, écoutez, j'en connais des dizaines personnellement, donc je sais comment ils pensent, qu'ils soient religieux, de gauche, de droite, ce que vous voulez, laïcs, athées, libéraux, tout ce que vous voulez, pour eux, le Maroc, certainement, c'était un beau pays, c'était magnifique, etc. Mais impossible de penser construire une vie libre, équilibrée, harmonieuse, sûre. Voilà. Et donc, tous les trucs qu'on fait sur les Juifs du Maroc qui sont fidèles au roi, etc., moi, ça me fait rigoler parce que bon, ça fait partie du folklore, mais c'est complètement irréaliste. Voilà. Ça nous a éloigné un peu du sujet, mais ça fait rien. Alors, c'est pas grave, Monsieur Cohen. J'ai une autre question concernant ça, et je vais vous parler d'un article qui était paru lors de la sortie d'un film en 2012, je crois, ou 2014. C'était le film, c'était Tingir, pardon, Jérusalem. Le titre, Ah il me oui, j'ai semble. vu. Voilà, c'était ce film-là. Et il y a un article qui était paru là sur un média, je crois que c'est un média, c'est The Time of Israel. Et il y a une jeune Marocaine juive qui avait émigré à l'âge de 16 ans. Et elle dit que, alors que je retrouve le passage vite fait. Voilà, elle dit donc qu'elle a immigré à l'âge de 16 ans en Israël, mais elle assure, je suis né avec une étoile de David et un croissant de lune sur la tête. Cette terre, nous la portons en nous pour l'éternité. En parlant du Maroc. Hein. Oui, c'est du folklore. C'est-à-dire, vous savez, c'est du folklore. Demandez à cette jeune fille, retourne au Maroc. Voilà. Moi j'ai vécu ça, mais moi, j'ai plein de familles, des frères, des sœurs, tout ce que vous voulez en Israël. Mais ils adorent le Maroc. Il faut voir comment ils chantent le Maroc, la musique marocaine, les traditions marocaines, la cuisine marocaine, tout ce que vous voulez. Ils en ont vraiment, quand ils en parlent, c'est magnifique. Mais il faut surtout pas leur dire retournez. Voilà. Donc en fait, c'est ça c'est du folklore. Voilà. Bon, c'est le sentimentalisme, si vous voulez, mais jusqu'à preuve du contraire, enfin à ma connaissance, il n'y a jamais eu un mouvement de retour, même depuis quelques années, alors que le Maroc a signé la paix avec Israël, etc. Bon, il peut y avoir quelques aventurier qui est retourné, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de mouvement particulier pour faire revivre cette communauté. Voilà. D'accord. Alors, il y a juste un commentaire là que je vais vous mettre que nous a mis la Horde. Donc, les jeunes juifs de Paris partent toujours au Maroc pour des affaires ou du tourisme. Et alors? Non, mais voilà, non, mais il faut faire la distinction entre. Oui, oui, bien sûr. Essayez de comprendre une chose. Non, non. Oui, non, non, mais essayez de comprendre. Bien sûr, ils partent au Maroc, ils adorent le Maroc. Voilà. Ils adorent le Maroc. Mais demandez-leur, OK, vous adorez le Maroc, allez vous installer là-bas. Et vous allez voir, c'est ça. Ils l'adorent de loin. Ah oui, c'est. Et là, ils vous font ils en pleurent d'émotion. Mais il y a une frontière, il y a un obstacle infranchissable et invisible, qui est
ne plus vivre là-bas. Voilà. Très bien. Alors, Monsieur Cohen, on va faire la transition. Et puis, il y avait une question qui était apparue concernant l'actualité là de ces jours, de hier, je crois, hein, où il y a eu voilà, bah, c'est par rapport à. Je vais vous poser la question là. Je vais vous lire la question. C'était par rapport à Trump. Voilà. Comment analysez-vous la récente prise de position d'Elon Musk concernant Donald Trump, qu'il accuse d'avoir trahi sa promesse de divulguer les dossiers liés à Jeffrey Epstein? Mais c'est bon. D'abord, a priori, apparemment en tout cas, c'est presque une guerre ouverte. Aujourd'hui, j'ai posté un truc, enfin où Elon Musk a dit que si Trump ne publie pas les carnets d'Epstein, c'est parce qu'il y figure. C'est quand même une accusation assez grave. Et Trump a dit que bon, l'autre n'a rien compris, etc. Donc apparemment, ça risque même d'aller assez loin dans cette guerre des mots et peut-être même sur le plan économique. Enfin, je veux dire, c'est assez curieux. Euh, Moi, je ne sais pas, j'arrive pas à me l'expliquer encore. Qu'est-ce qui a pu se passer? C'est-à-dire que, est-ce qu'à un moment donné, parce que ce qu'on remarque, c'est que finalement, Trump, il est resté prisonnier, en tout cas en partie, de l'État profond américain. Voilà. On le voit en Ukraine, où il peut pas vraiment bouger, alors qu'il aurait pu, ou il aurait dû faire la paix rapidement, mais l'État profond l'en empêche. On l'a vu avec l'affaire de l'action ukrainienne contre les avions stratégiques. Vous savez, cette affaire-là de toile d'araignée, il y a quelques jours. Apparemment, Trump n'était pas au courant, ce qui est absolument incroyable. Mais il ne l'était peut-être pas. Mais une partie de la CIA l'était. Et donc, ça veut dire qu'il n'a pas le contrôle sur ses services secrets. Il y a par exemple le fait qu'il a promis un budget de 1000 milliards de dollars pour la défense. Et Elon Musk, il voyait tous ces efforts pour assainir la vie économique, politique du pays, tous ces efforts devenaient petit à petit vains parce qu'ils étaient ils étaient bloqués par l'État profond. Finalement, l'État profond américain est beaucoup plus puissant que ce qu'on pensait, et malgré le désir de Trump dans ce second mandat, parce qu'il était son premier mandat, il a été bouffé par l'État profond. Il ne s'était même pas rendu compte. Et là, il est revenu avec l'idée de se débarrasser, en tout cas de contrer cet État profond. Aussi sur le plan économique, Elon Musk n'est pas tellement d'accord avec toutes ces mesures économiques, commerciales développées par Trump. Et donc, il y a à un moment donné, peut-être, Elon Musk a trouvé que le fait de rester dans ses fonctions allait lui causer du tort. Vous savez que Tesla, par exemple, a perdu, je sais pas, l'action Tesla a perdu 20 ou 30% en quelques mois. Musk a perdu des dizaines de milliards, mais ça, c'est anecdotique pour lui, mais quand même. C'est-à-dire que il y a les retombées négatives de la politique de Trump le touchaient personnellement.
Et lui, et Musk n'a aucun compte à rendre à Trump. C'est-à-dire, au contraire, il a des affaires, il a une entreprise de lancement de fusées de lancement qui est très, très efficace, très rentable. Il a énormément il a des usines de voitures. Il a un réseau de satellites très important. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de Trump. Lui, il a fait ça parce qu'il pensait apporter un vent de, de libéralisme, de réel libéralisme, et donc de se débarrasser du carcan administratif, policier, du renseignement, etc. Et il s'est rendu compte, il se rend compte que ce carcan est trop fort et que s'il restait, il allait être bouffé. Et donc, il a préféré partir, voilà. Et alors, mais pourquoi ça prend les proportions d'une querelle ouverte où il s'échange quasiment presque des insultes ou des menaces? Enfin, je crois que s'ils vont arriver à ça, ça, je peux pas le dire. Enfin, je sais pas, voilà. Je sais pas pourquoi ça atteint un tel degré, mais il est certain que, parce que quel était le boulot, le job de Musk au sein de l'appareil de Trump? Vous savez, il a créé ce qu'on appelle le DOGE, D-O-G-E, c'est-à-dire le département de nettoyage de l'administration. C'est grâce à lui, par exemple, qu'on a découvert que l'USAID versait des milliards, des dizaines de milliards aux États-Unis et à l'étranger pour toutes sortes de monde qui, enfin, par exemple, une société trans au Congo, par exemple. Enfin, c'est à peu près ça. Y verser, mettons, 100 millions ou 2 milliards. Mais cet argent, justement, les démocrates l'utilisaient pour leur propre intérêt. Et lui, il voulait nettoyer tout ça. Voilà. Au début, ça marchait. Et apparemment, on remarque quand même que l'État, regardez les difficultés que Trump a vis-à-vis de l'Ukraine, à régler la question de l'Ukraine. C'est juste incroyable. C'est-à-dire, pourquoi il n'arrive pas à dire, bon, voilà, la Russie a gagné, la Russie a raison, et ce qu'il prévoyait de faire, eh ben, l'État profond lui dit non. Voilà. C'est-à-dire, il fait des blocages, et il y a une partie de la CIA qui échappe à son contrôle. On l'a vu avec la démonstration ukrainienne. Et voilà. Et Musk est un personnage qui a du caractère, qui a une fortune colossale et qui peut dire merde à Trump. Voilà. Qui peut l'envoyer balader. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il n'a pas besoin de lui. Et voilà pourquoi. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça prend des proportions aussi violentes. Et à mon avis, ça peut être plus violent encore. Voilà. Mais qui a le plus à perdre dans tout ça là? On voit que quand même malgré tout là, ça fait perdre énormément de milliards à Tesla. Hein, il paraît Non, que cette guéguerre entre Trump et Musk fait perdre plus de 150 milliards de dollars à Tesla. non, au contraire, c'est la collaboration de Musk avec Trump qui a fait perdre des milliards à Tesla. Voilà. Or, en fait, pourquoi? Parce qu'il y a eu un mouvement de boycott, un mouvement de rejet, parce qu'on associait Musk à Trump. Mais Musk a accepté de perdre, mais à condition de pouvoir mener sa politique de se débarrasser de l'État profond et du poids de l'administration. Voilà. Et il a accepté de perdre. Ça fait longtemps, enfin, ça fait quelques mois déjà que Tesla perdait.
Et ils sont fichés, lui. Lui, il a suffisamment d'argent, de milliards, malgré tout, il reste le premier, le plus riche, l'homme le plus riche de l'univers. Et donc, c'est pas la perte de 10 ou 20 ou 30 milliards qui vont l'affecter. Mais à mon avis, c'est plus profond que ça. Et d'ailleurs, au contraire, le fait de se séparer de Trump et de retourner à son business va lui permettre de récupérer le marché de Tesla, etc. Voilà. Alors, très bien. Ok. C'est confirmé aussi par certains commentaires. Alors, je vais faire je vais remonter un peu plus haut pour voir s'il n'y avait pas des questions. Il me semble qu'il y en avait d'autres là plus haut. Alors, là. Voilà, donc il y avait une question tout au début du live, hein, je vais vous la poser quand même, c'est concernant la solution à deux États étant sur le terrain irréaliste. Hein, Oui. pourquoi l'ONU et les Nations Unies soutiennent cette fiction, hein, et pourquoi ne soutiennent pas une solution plus réaliste du style confédération comme en Suisse? Parce que il y a deux nations. Bon, on va appeler ça comme ça. En Palestine, sur la terre de Palestine. Il y a deux nations, ou deux peuples, ou ce que vous voulez. Bon, il y a le peuple ou la nation juive et la nation palestinienne. Bon. La nation palestinienne ne demande pas mieux que de partager le territoire ou de faire une confédération ou n'importe quelle solution de coexistence, n'importe laquelle. Sauf que la nation juive, sioniste, n'a pas envie. Voilà. Au contraire, elle a envie de prendre tout le territoire et de nettoyer ethniquement, de se débarrasser des non-juifs, des arabes. Voilà. Or, il se trouve que la nation juive ou la nation sioniste, elle est dominante, elle a la force pour elle, elle a la puissance, elle a l'appui de beaucoup de pays importants comme l'Amérique, et elle a aussi le fait que les autres pays arabes, etc., la Russie, n'ont pas envie de se mêler. Voilà. C'est-à-dire, ils n'ont pas envie comment dire, de se mouiller. Voilà. À la limite, ils sont bien, ils sont prêts à voter une résolution, mais pas plus. Voilà. Eh bien, ça donne que la partie qui a la force, c'est elle qui dicte la solution. C'est elle qui dicte la marche à suivre. Voilà. C'est ça c'est une question de rapport de force. C'est une question de rapport de force. Très bien. Alors, il y avait pour compléter la question sur Trump là tout à l'heure. Donc c'était voilà. Donc il y avait la question que je vous avais posée, hein, concernant Elon Musk et Trump, qu'ils accusent d'avoir trahi. Concernant les dossiers divulgués sur Jeffrey Epstein. Et la suite de la question, c'était d'autant plus que certains observateurs évoquent des liens entre ces réseaux d'influence, les élites occidentales et le lobby pro-israélien. Ah oui, c'est évident. Enfin, je veux dire, on ne le dit pas parce qu'on a peur de le dire. Mais en fait, si on veut aller jusqu'au bout des choses, c'est le lobby judéo-sioniste qui tient par la gorge la nation américaine, qui tient par la gorge le président, le sénateur, la Chambre des représentants, etc., les médias et tout. Ils les tiennent par le chantage
par, par le fric. Et c'est comme ça. Ça veut dire ils vont voir un sénateur, il lui dit si tu ne votes pas pour Israël, tu peux dire adieu à ta réélection ou à ton élection. On fera tout pour te faire perdre. Et les médias, c'est pareil, etc. Donc, on n'ose pas, par exemple, dire que Epstein est un agent du Mossad qui a réuni des dossiers pour le Mossad pour faire chanter la classe politique américaine. Voilà, le Mossad possède des dossiers grâce à Epstein capables de faire chanter n'importe quel homme politique ou metteur en scène ou acteur, etc., de la société américaine. Et c'est pour ça que, que la classe dominante américaine obéit au doigt et à l'œil. Alors, il y avait aussi, bien sûr, la situation humanitaire à Gaza. Donc, il y a en France une ouverture d'enquête pour complicité de génocide suite au blocage de l'aide humanitaire. C'est donc une plainte de l'Union juive française pour la paix. Oui. Qui a ouvert une information judiciaire pour complicité de génocide, incitation pour complicité de génocide. Alors, attendez, que j'arrive pas à retrouver le fil là. Voilà. Incitation au génocide et complicité de crimes contre l'humanité, pardon. Donc ça, c'est une enquête qui est ouverte aujourd'hui suite à la situation dramatique à Gaza. Et c'est, qui plus est, l'Union juive française pour la paix. Alors, je ne sais pas exactement, est-ce que vous pouvez me préciser la chose suivante? L'UJFP a déposé une requête pour qu'on ouvre une enquête. Est-ce que la requête a été acceptée par la justice, par le procureur ou pas? C'est ça le plus important. Alors, donc il y a une plainte de l'Union juive française pour la paix et d'une victime contre des figures d'Israël, Is Forever et Tzav 9. Le parquet national antiterroriste a ouvert une information judiciaire pour complicité de génocide, incitation au génocide et complicité de crimes contre l'humanité. Alors, le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête. Oui, c'est ça. Oui, non, ça c'est important, ça. Parce que alors c'est paru aujourd'hui, hein, c'est Mediapart qui a publié. Ah oui, d'accord. Bon, ben, non, parce que si c'est un organe de la République comme le parquet antiterroriste qui ouvre une enquête, ça change. Ça change tout. Mais, cependant, on peut ouvrir une enquête, la faire durer quelques mois, et puis après, fermer le dossier et dire que, bon, ben, il n'y a rien à faire. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire, on peut ouvrir une enquête, hein, ça ne veut rien dire ouvrir une enquête. Vous savez, par exemple, moi, quand j'étais agressé par la LDJ en 2012, j'ai déposé plainte, le parquet a ouvert une enquête, et 3 mois après, il a dit non-lieu. Voilà. Donc, en fait, ça, bon, il ne faut pas, à mon avis, il ne faut pas espérer beaucoup d'un organe de la République française, d'un organe officiel de la République française. Il ne faut pas attendre beaucoup parce que quand on voit par exemple une prof qui a été suspendue parce qu'elle a fait observer une minute de silence par ses écoliers pour les victimes de Gaza, vous voyez de quel côté penche la balance. Donc il ne faut pas rêver. Je vois mal le parquet antiterroriste convoquer des militaires ou Netanyahou, etc. Enfin, c'est pas possible. Donc, à mon avis, ça n'ira pas loin. Voilà. Alors, on peut très bien ouvrir une enquête, la faire durer 6 mois, et après dire bon ben voilà, il n'y a pas lieu de poursuivre.
Voilà, donc je confirme, hein, c'est bien une demande du parquet national antiterroriste Oui, suite d'accord. à la plainte visant des Franco-Israéliens suspectés d'entraver et d'appeler à stopper les camions d'aide humanitaire. Très bien, d'accord. Voilà. Mais quand on connaît comment fonctionne la société, enfin, pas la société française, les institutions françaises face à ce problème, il ne faut pas se faire d'illusions. Voilà. Euh, Ouais, et du coup, à l'heure actuelle, Monsieur Cohen, la situation, parce que là, j'ai un autre commentaire sur le chat qui dit donc il faut une intervention militaire pour sauver les Gazaouis. C'est quoi la situation à l'heure actuelle? bah, la situation, les Israéliens continuent enfin, chaque jour, il y a 20, 30 tués, des massacres de gens qui vont chercher de la bouffe. Enfin, enfin, je veux dire, vous voyez vous-même, bon, chaque jour, on a des reportages. La situation alimentaire, sanitaire est catastrophique parce que Israël laisse entrer au compte-gouttes les camions, crée le chaos dans la distribution, les gens se déplacent, enfin, c'est l'horreur. C'est l'horreur, même quand il y a. Et ce que j'ai appris aujourd'hui, et c'est officiel, hein, c'est de sources sûres, c'est que les Israéliens ont armé une milice euh, pour combattre le Hamas. Un ancien trafiquant de drogue, un dealer palestinien qui vit à Gaza, et c'est une bande qui a une bande armée et qui a été comment dire mandatée par les Israéliens, armée, etc., pour combattre le Hamas. Voilà. Bon, ceci dit, il y a toujours, bah, par exemple, aujourd'hui, il y a eu 3 ou 4 morts et 4 ou 5 blessés. Dans voilà, les Israéliens sont entrés dans un immeuble piégé. Voilà, donc en fait, la résistance continue, mais de l'autre côté, là c'est terrible ce qui se passe. C'est que, enfin, je veux dire, même sur le plan alimentaire, ils ont créé un chaos terrible et qui entraîne des dizaines de morts chaque jour. Et est-ce que vous pensez que, vu que la situation est toujours très très grave pour les Palestiniens, est-ce que vous pensez qu'ils finiront par partir ou jamais, hein? Et d'ailleurs, s'ils partent, pour aller où? Alors, moi, à mon avis, les Israéliens, avec la complicité des Américains, des Européens, des Égyptiens, euh, c'est de créer un tel chaos un jour, enfin petit à petit, lorsque les choses vont se calmer, on va proposer aux Gazaouis de partir. Ils vont leur trouver. Il n'y aura pas d'exode, il n'y aura pas de nettoyage ethnique comme ils l'avaient espéré en octobre 2023, c'est-à-dire comme ça, ouvrir les frontières et chasser 2 millions. Mais vous savez qu'il y a déjà des gens qui partent. Hein. Il y a déjà des Gazaouis qui partent, quelques dizaines, comme ça, par-ci, par-là. C'est organisé par les Israéliens. Ils vont dans un aéroport qui se trouve pas loin de Gaza et d'Elat, et on leur trouve une terre d'accueil. Voilà. Et donc, à mon avis, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire, lorsque les choses, enfin, à mon avis, un jour, enfin, prochain, pourront se calmer, il y aura, à mon avis, des milliers de Gazaouis à qui on proposera de partir, qui voudront partir, enfin, qui voudront quitter cet enfer. Parce que quand même, il vaut mieux survivre que de. Enfin, je veux dire, les conditions de vie, ça doit être. Enfin, c'est atroce de ne pas avoir ni logement, ni sanitaire, ni soins, ni bouffe. Enfin, c'est horrible. Ni Alors, école, ni rien. c'est supportable peut-être quelques semaines, mais là, ça fait plusieurs Oui, mois, des voilà. mois. Des mois. Et surtout qu'il n'y a pas de perspective. Parce que,
Voilà, admettons que la guerre s'arrête. Bah, bon, les pays arabes ont dit on va mettre 50 milliards pour la reconstruction. Sauf que qui tient les clés? C'est-à-dire qui peut laisser entrer le matériel de construction? C'est Israël. Et il ne laissera jamais entrer ce matériel. Donc, en fait, les Gazaouis n'auront que le choix ou de crever de faim, de soif, de maladie, etc., ou de partir. Voilà, si on leur donne la possibilité. Et donc, à mon avis, les Israéliens tablent sur cette possibilité. Ça prendra plus de temps, mais des contacts ont été pris avec l'Indonésie, avec des pays africains, etc., avec la Jordanie. Et malheureusement, connaissant vu que l'Amérique est derrière avec sa puissance, son influence, etc., je pense que pas mal de ces pays accepteront quelques dizaines de milliers ou quelques centaines de milliers de Gazaouis. Voilà. Et Monsieur Cohen, vous êtes au courant pour la flottille, là, où il y a la députée Oui, de LFI, Rima Hassan. oui, enfin, je Et sais elle vogue vers Gaza, oui. voilà, donc est-ce qu'il y a un risque pour elle, du moins pour le navire humanitaire, là, d'être coulé par l'armée israélienne? Non, 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 ils n'iront pas jusque-là. Ils sont pas. Non, ils sont pas. Enfin, je veux dire, c'est pas l'envie qui leur manque, mais ils feront jamais ça. Ils sont quand même pas si idiots. Ils offriraient au monde entier un acte. Non, pas du tout. Le navire, comme je vois les choses, le navire sera arraisonné. Bon, il y aura un navire militaire, un ou deux bateaux ou trois militaires qui s'approcheront. Ils arraisonneront le navire et ils l'emmèneront dans un port israélien, à Ashdod par exemple. Là, ils descendront, ils seront jugés, et puis le bateau sera confisqué, et puis les Rima Hassan et Thunberg seront expulsés. Voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. Ok, très bien. Alors, je regarde s'il y a pas une ou deux questions avant de clôturer, Monsieur Cohen. Alors, nous avons. Oui, il y avait une autre question précédemment. C'était, pensez-vous que la guerre en Ukraine et contre le Yémen a remodelé la façon de faire la guerre? Certainement, enfin, en tout cas l'Ukraine c'est sûr. C'est-à-dire que l'Occident s'est retrouvé quasiment enfin, on ne pensait plus à ces guerres conventionnelles, c'est-à-dire telles que, comme la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre, l'artillerie, etc. Bon, et puis après, il y a eu l'apparition, l'intrusion des drones qui ont bouleversé la stratégie, l'opératif, comme on dit, etc. Et donc, c'est vrai que les missiles, les drones, etc., ont pris une place par exemple, prenez la Russie qui, il y a 3 ans, était complètement, enfin, ne savait rien, enfin presque rien des drones. C'est-à-dire, mais ils sont très bien adaptés, ils sont mis au travail, leurs ingénieurs, etc. Ils ont développé des drones avec des fibres optiques, des drones ceci, des drones cela. Et donc, toute une industrie, toute une stratégie qui est en train d'évoluer. C'est sûr que la guerre a pris une autre tournure. Voilà. Oui, bien sûr. Ok, bah écoutez, je crois qu'on aura fait un petit tour Bon, très général. bien. Et alors, il y a un dernier commentaire là. Oui. Alors, si la Russie a effectivement remporté la guerre en Ukraine, pardon, pourquoi les médias occidentaux ne l'annoncent-ils pas ouvertement, pardon? Ben, parce qu'ils n'ont pas encore reçu l'ordre de le dire. C'est-à-dire les médias occidentaux maintiennent la fiction que l'Ukraine est sur le point de gagner ou pourrait gagner. Parce que comment justifier qu'on leur envoie des milliards? C'est pas possible. Si les gens savaient que l'Ukraine n'a aucune chance de gagner et qu'elle peut perdre, et qu'elle doit perdre, et elle va perdre, ben les gens se diraient, mais pourquoi on leur envoie des milliards alors qu'on en a besoin, nous? Et donc, il faut maintenir cette fiction, cette illusion
que l'Ukraine peut gagner, et sur le point de gagner, que les pertes russes se comptent par millions. Et voilà, donc en fait, on raconte des bobards au peuple pour qu'on puisse justifier l'envoi de milliards. Alors voilà, dernier commentaire peut-être. Oui. Alors il y en avait un, c'était vous concernant Monsieur Cohen. Alors c'était, attendez que je le retrouve. Là. Voilà, cher Monsieur Cohen, merci pour vos vœux. Quand je vous écoute et que, alors là, petite seconde. Hop, voilà. Quand je vous écoute et que je vous relais prudemment dans la vraie vie, j'ai l'impression de faire quelque chose de concret. Je ne sais pas, relisez s'il vous plaît. Non, c'est sympa. Cher Monsieur Non, non. Cohen, merci pour vos vœux. Quand je vous écoute et que je vous relais prudemment dans la vraie vie, j'ai l'impression de faire quelque chose de concret. Ah bon, très bien. Bon, ben, merci. Très bien. C'est Monsieur /24 qui vous écrit. D'accord, merci. Voilà. Et puis, on a aussi un monsieur qui nous fait un petit salam et qui vous salam. Donc, salam à Monsieur Cohen from Algeria. Voilà. Salam. Voilà, de toute manière, Monsieur Cohen, vous êtes suivi un peu partout dans le monde entier. Hein, et c'est un plaisir de faire avec vous cette chronique chaque semaine. C'est un plaisir partagé. Et de faire partager aussi, bien sûr, les auditeurs. Est-ce que vous prenez une dernière question ou on clôture? Vous me prenez par les sentiments, là. Allez-y, allez-y. Moi, je vous force jamais la main, Monsieur Cohen. Alors, que fait réellement Zelensky avec des milliards envoyés par les pays occidentaux? Pardon? Répétez. Que fait réellement Zelensky avec les milliards envoyés par les pays occidentaux? Bon, d'abord, il reverse une partie aux dirigeants. Vous savez, à mon avis, les dirigeants occidentaux, ils doivent avoir de très bons comptes dans les paradis fiscaux. Et pour lui et ses proches, il achète des villas, il achète des industries, etc., de belles voitures. Non, il utilise bien cet argent. Il n'y a pas de souci. Ok, écoutez, merci Monsieur Cohen, merci à tous d'avoir participé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi prochain, même heure. Et bonne fête encore une fois. Ciao. Merci, bonne soirée Monsieur Cohen, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Salam alaikum à tous et tous ceux qui ont pu fêter l'Aïd, Mabrouk alikum al-Aïd, ceux qui ont pu faire le sacrifice, Mabrouk alikum. Pour tous ceux qui n'ont pas pu le faire, Inch'Allah, l'année prochaine, vous pourriez le faire. Et une pensée, bien sûr, à nos frères palestiniens qui, eux, malheureusement, Gazaouis, qui succombent chaque jour sous ce massacre à ciel ouvert. Voilà, on leur donne, on peut que faire des invocations et que le Créateur leur vienne en aide, hein, vu que les chefs d'État arabes n'ont rien fait pour venir en aide à nos frères palestiniens. Donc, que la paix soit sur eux et que Dieu leur vienne en aide. Voilà, ce sera le dernier mot. Salam alaikum.